Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision M. Jean-Paul Haide, considéré aujourd'hui comme une figure marquante du 9e art québécois. Ses illustrations se retrouvent aujourd'hui dans des magazines, des livres pour enfants ainsi que dans plusieurs musées canadiens. On cite parmi ses œuvres, entre autres, Mémoria chez les éditions La Pastèque avec Claude Paiement, La femme aux cartes postales, toujours avec Claude Paiement, Des tondeuses et des hommes, Le fond du trou, récipiendaire du Grand Prix de la Ville de Québec, prix spécial du jury BDLIS en 2012, et Le Petit Astronaute en 2020, récipiendaire du prix ACBD de la meilleure BD québécoise. Le prix BD des collégiens, prix du Salon du Livre de Trois-Rivières. Monsieur Haide est récipiendaire tout récemment du prix des libraires 2022. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Haide. Merci. Merci d'être avec nous. Je vous adresse nos félicitations au nom de l'équipe Arts et Lettres pour le prix tout récemment attribué à vous pour, on va dire pour Le Petit Astronaute, mais aussi pour cette carrière qui est la vôtre, de l'un des piliers phares de la bande dessinée au Québec. Commençons par parler de votre rapport à la bande dessinée. Est-ce que ça date de bien longtemps? Et puis, une autre question aussi, est-ce qu'il faut être un bon conteur ou raconteur pour être un bon auteur de bande dessinée? Je pense que c'est primordial. En fait, la bande dessinée, avant tout, avant d'être du dessin, c'est le talent de raconter des histoires. C'est simplement que le vocabulaire est différent. On n'emploie pas que l'alphabet, on emploie aussi toute la palette graphique. Alors, de mon côté, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. C'est quelque chose qui me vient probablement de ma maman, qui est belge, et donc la Belgique, qui est un des berceaux de la bande dessinée européenne. Et chez nous, la bande dessinée a toujours été comment je dirais bien ça? C'est le patrimoine de ma maman. Alors, elle était pas familial. du tout... Exactement. Et c'était pas du tout vu comme quelque chose, comme une lecture de second ordre qui ne sert qu'à apprendre à lire et qu'on doit laisser le plus tôt possible pour arriver au roman. Non, ça avait ses lettres de noblesse. Donc, j'ai pu rapidement m'y mettre. Et puis, moi, j'étais un conteur d'histoire sous toutes ses formes. Quand j'étais jeune, je faisais, mon Dieu, du théâtre. J'ai fait des petits films. J'étais un touche-à-tout. Mais comme j'avais un certain talent pour le dessin, assez rapidement, c'est allé vers ça. Et j'ai eu une carrière qui a commencé très tôt aussi, ce qui était assez exceptionnel à l'époque où j'ai commencé, dans les années 80, où il y avait très peu de portes auxquelles on pouvait frapper. Donc, j'avais à peine la vingtaine et j'ai réussi à rentrer, c'est ça, chez le seul employeur qui existait à l'époque, qui s'appelait le magazine Crow, un magazine humoristique, satirique, qui était un très gros tirage, un très grand succès d'édition. Et j'avais à côté de moi des auteurs québécois, la première génération d'auteurs dites professionnels au Québec, qui étaient de 15 ans à peu près mes aînés. Et ça a été pour moi une véritable école. Et c'est comme à partir de là que j'ai commencé ma carrière. Parfait. Je vois ici un impressionnant répertoire de publications. On va parler de quelques-uns de vos œuvres, si vous permettez, Monsieur Haide. Il y a d'abord ce fascinant personnage qui est Jérôme Bigras, qui apparaît justement dans Tondeuse. En 2008, vous publiez Tondeuse et les hommes avec Jérôme Bigras, et aussi dans Le fond du trou, en 2011. Qu'est-ce qui caractérise justement ce personnage qui apparaît justement dans 2 de vos livres? Alors, initialement, il a été prépublié dans le magazine Crow. Durant les 10 ans de collaboration que j'ai eu avec ce magazine, il y a eu des recueils qui ont paru. Donc, Des tondeuses et des hommes, c'est un peu l'anthologie de ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et alors, initialement, pour mettre un petit peu la table, c'est la parodie de la vie de banlieue nord-américaine. Jérôme Bigras est flanqué de son animal de compagnie, qui, dans son cas, est la tondeuse à gazon, qui est vraiment l'icône, en fait, de la banlieue. Et donc, il lui arrive toutes sortes d'histoires à partir de l'hyper-quotidien. Il ouvre le frigo et il a accès au pôle Nord. C'est l'aventure à partir dès qu'il ouvre une porte, en fait. Et c'est une histoire, enfin, c'est plusieurs petites histoires comme ça qui m'ont établi, en fait, comme un auteur d'humour absurde et ce qu'on a appelé beaucoup la méta-BD, c'est-à-dire la bande dessinée qui joue
à partir des codes de lecture de la bande dessinée, c'est-à-dire qui joue avec la tridimensionnalité de la page, comme par exemple dans Le fond du trou que vous avez mentionné, qui est un album carrément troué d'un bord à l'autre, d'une couverture à l'autre, le trou qui se trouve sur toutes les pages et qui intervient dans le scénario. Les personnages vont passer par ce trou-là pour aller 10 pages plus loin ou en revenir et éventuellement cet album-là va devenir une espèce d'objet, presque une machine à voyager dans le temps. Donc, Jérôme Bira, c'est beaucoup ça. Mais ça a été ma première vie, en fait. Oui, exactement, c'est un premier passage. Vous publiez en 2016 avec Claude Pémont La femme aux cartes postales. C'est un roman graphique à mi-chemin entre le polar et le récit d'époque. Et vous publiez avec M. Pémont aussi Mémoria, j'imagine que c'est une deuxième version. Mais le polar et le récit d'époque, dans quel sens? Un récit contemporain? Un récit des années, la dernière décennie, je veux dire? Alors, il s'agit en fait d'une construction qui est un peu comme un polar, donc vraiment avec une intrigue assez bien ficelée, dont je suis même assez fier, en fait, bien honnêtement, et qui prend place, entre autres, dans le Montréal des années 50, de la fin des années 50, qui est une époque très particulière pour Montréal. Montréal a été, pendant plusieurs décennies, une des capitales du jazz en Amérique du Nord. Les plus grands jazzmen arrêtés à Montréal, c'était un arrêt obligé. Il y a toute une communauté noire qui a vraiment mis sur pied une scène qui avait une renommée. Et la fin des années 50, c'est en fait la fin de cette période-là. Pourquoi? C'est l'arrivée de la télévision, c'est l'arrivée du rock and roll et c'est l'arrivée du maire Jean Drapeau qui, lui, va décider de faire le ménage dans tous ces bars et ces clubs qui appartenaient à la mafia. Et donc, c'est une histoire qui a pour décor cette époque-là et qui raconte l'histoire de Rose qui arrive de sa Gaspésie natale. Elle est jeune adulte, elle rêve de faire carrière sur les planches de ces clubs-là, de ces cabarets-là, et elle arrive en fait au mauvais moment. Et bref, il y a toute une intrigue à travers tout ça qui est assez consistante. Et puis voilà, donc ça a été un énorme travail de reconstitution historique parce que ces clubs-là n'existent à peu près plus. Ils ont été rasés par les bulldozers, entre autres lors de la modernisation de Montréal où on a rasé une partie du Red Light, on a rasé des quartiers entiers, le Faubourg Amlas pour construire Radio-Canada, etc. Régénération, exactement. On va rebondir juste sur cette question, M. Haid. On va le faire après la pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Jean-Paul Haid, auteur de bande dessinée, récipiendaire du prix des libraires 2022. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres chez ICI Télévision. Ce jeudi, nous accueillons Jean-Paul Haid, auteur de bande dessinée, prix des libraires, lauréat du prix des libraires 2022. Pour la bande dessinée, pour le petit astronaute, je vais vous laisser aller au bout de votre pensée, monsieur Haid. Mémoria, est-ce que c'est une fiction, justement, on va dire un récit de fiction, de science-fiction, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, tout à fait. C'est un récit de science-fiction que j'ai fait, alors qui a été réédité dernièrement, mais qui date du tout début des années 2000, à une époque où on ne parlait pas de réalité virtuelle. En fait, on en parlait, c'était une espèce de fantasme scientifique, mais c'était pas du tout ancré dans notre réalité comme aujourd'hui. Et avec Claude Pémont, on a décidé d'écrire un scénario comme ça où... je vous dresse la table encore une fois rapidement. On est dans les années 30, dans une ville qui s'appelle Memoria, qui ressemble un peu à New York. Un chauffeur de taxi se rend compte que lui et ses concitoyens sont en fait les figurants d'une ville qui n'a pas d'existence physique, d'une ville virtuelle qui est visitée par des gens venus d'ailleurs, c'est-à-dire la réalité. Et donc, voilà, c'est une espèce de métaphore à travers la science-fiction sur le rapport entre la créature et son créateur. Excellent. Le petit astronaute que vous publiez, vous sortez en 2021, c'est une œuvre très personnelle. On va dire une œuvre très personnelle, l'histoire de Tom, un récit sur la résilience, mais surtout sur le handicap. Je vais rappeler que ce livre a gagné le prix de la critique de la bande dessinée québécoise 2021.
Et disons qu'il y a une certaine sensibilité, justement, où il est traité ce sujet de la santé mentale. Pourquoi avez-vous décidé justement d'aborder ce sujet, M. Haid? Mais en fait, c'est un sujet qui était sur mon parcours. Je savais qu'il serait sur mon parcours de toute façon parce que je suis le père d'un enfant qui aujourd'hui est un adulte, qui a 21 ans, qui vit avec une paralysie cérébrale. C'est un enfant polyhandicapé, Oui. donc il y a à la fois un handicap physique et un handicap intellectuel. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, je parlerais de ce sujet-là. Et donc, c'est à travers Le Petit Astronaute que j'ai décidé de le faire, qui n'est pas une autobiographie comme telle, parce que je me suis vraiment permis d'employer les personnages autour de moi, d'employer des scènes dont j'ai entendu parler, des témoignages que j'ai reçus pour en faire des scènes composites. Et au final, à raconter une belle histoire, une histoire heureuse autour du handicap et qui embrassait en fait beaucoup plus large que si je m'en étais tenu à la réalité factuelle de ce qui nous est arrivé. Okay. Et donc, toute cette histoire-là, raconte l'histoire de ce petit homme qui, à travers la métaphore du cosmonaute qui atterrit sur la mauvaise planète, raconte l'histoire de ce petit bonhomme qui arrive sur Terre sans mode d'emploi et qui va changer le regard des gens sans dire un seul mot de tous les gens qu'il va croiser. Alors, un cosmonaute qui atterrit dans la mauvaise planète et qui parvient à changer le regard des hommes, comme vous dites, c'est pas donné. Ça prend beaucoup d'efforts, justement. Est-ce que vous inspirez de la réalité plus que de la fiction en racontant des histoires de bande dessinée, ou bien est-ce que c'est le contraire, on va dire? Mon Dieu, je m'inspire beaucoup de la... En fait, je suis plus versé vers la fiction. Je ne suis pas du tout issu de la génération des auteurs. Parce qu'il y a toute une génération d'auteurs de bande dessinée québécois qui sont très axés vers l'autofiction, l'autobiographie, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, je suis vraiment un constructeur d'histoires. Je tiens mes petites marionnettes par les fils et je me tiens très loin derrière la caméra. Mais pour les besoins du Petit Astronaute, il a fallu que je trouve une astuce, une manière d'être à l'aise pour raconter cette histoire-là sans prendre le devant comme je l'aurais peut-être fait initialement. La première idée qu'on a, c'est de dire, bien, ce sera l'auteur père qui va raconter sa propre histoire autour de ça. Et je ne voulais pas me mettre devant les caméras. Et au final, ce que j'ai choisi de faire, c'est de raconter cette histoire-là à travers les yeux de sa sœur. Et donc, les sœurs, les frères, toute la fratrie dans les familles avec une géométrie qui compte un petit astronaute comme ça, ce sont souvent les laissés pour compte. Alors, je trouvais ça intéressant d'en faire la narratrice. Mais justement, parlant du petit astronaute, il semble que ça s'adresse à un public jeune, comme ça peut s'adresser à un public adulte pour en tirer éventuellement des moralités. En quoi la bande dessinée peut-elle se révéler pertinente justement pour adresser des messages de moralité à la société contemporaine? La bande dessinée n'est pas vouée à un public jeune, particulièrement Le Petit Astronaute. C'est plutôt, je dirais, presque jeune adulte. Mais la bande dessinée, c'est plus du tout ce qu'était la bande dessinée il y a 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, la bande dessinée, elle raconte ce que les romans racontent. Il y a des grands classiques de la bande dessinée dans tout. Il y a de la bande dessinée reportage, de véritables reportages journalistiques, coups de poing qui se font en bande dessinée. C'est pas du tout... en fait, on peut tout raconter avec la bande dessinée. Avec, en plus... Grâce à l'image, je pense qu'on peut raconter même plus que ce que peut raconter un roman, au sens où, à travers l'image, je peux montrer des choses qui seraient peut-être, par exemple, insupportables à regarder même en photo. Si on parle de guerre, par exemple, on parle de sujets durs, la bande dessinée peut se le permettre par le truchement de l'image, de rentrer plus à fond dans un sujet parce qu'on a cette espèce de filtre qui est la main du dessinateur qui peut filtrer, en fait, les images. Excellent. Encore une fois, une pause et on revient tout de suite avec notre invité de ce jeudi, mesdames et messieurs, M. Jean-Paul Haid, auteur de bande dessinée qui vient d'avoir le prix des libraires 2022. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, ce jeudi, chez Arts et Lettres, avec M. Jean-Paul Haide. On continue de parler de bande dessinée. Monsieur Haide, il paraît que la bande dessinée, c'est un genre où on est plus dans le visuel. Hein, donc, on regarde des images, on les analyse, puis on a le discours, là, on le reçoit. Là. Mais j'ai comme l'impression que ce discours peut être moins visible si on le compare, par exemple, avec le conte. Le conte, on l'entend, on le reçoit. Est-ce que vous pensez que juste cette particularité rend la bande dessinée plus ou moins visible, ou je dirais même moins visible par rapport aux autres genres littéraires, comme le conte, par exemple? Oui, en fait, ça dépend beaucoup des pays. Je dirais, au Québec, c'est particulier parce que la bande dessinée est un succès énorme depuis un peu plus de 20 ans. Oui. Mais avant ça, elle était ostracisée. Alors, mais là, c'est une histoire, il faut remonter dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Elle était diabolisée par l'Église catholique dans les années 40, 50. Alors, on part de loin et elle est rentrée dans les maisons, à travers les journaux, à travers ce qu'ils appelaient les petits comics en québécois, c'est-à-dire les comics, les bandes dans les journaux. Donc, c'était destiné aux enfants. Donc, il a fallu faire un rattrapage très rapide, ce qu'on est en train de faire depuis une vingtaine d'années, avec des structures éditoriales, des éditeurs qui se professionnalisent, une quantité d'auteurs qui arrivent et une qualité aussi au niveau de la production qui est nettement meilleure. L'arrivée de scénaristes aussi, ce qui nous manquait beaucoup. Et scénaristes de bande dessinée. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un seuil de qualité qui fait l'envie de n'importe quel pays. On a une œuvre qui est tout à fait comparable à ce qui se fait ailleurs, mais ça a été un rattrapage vitesse grand V pour les 20 dernières années. Mais justement, sur la même longueur d'onde, j'allais vous dire là, concernant la bande dessinée, d'envergure internationale, je pense aussi que d'après les autres auteurs de bande dessinée qu'on a reçus, il y a une certaine envergure, une certaine valeur. Mais quand je vois aussi les mangas, les bandes dessinées japonaises, par exemple, une certaine présence, ce n'est pas juste pour opérer une approche comparative, mais comment se positionne justement la bande dessinée québécoise par rapport à ce type de bande dessinée qui sont très présentes auprès de nos jeunes, par exemple, au Québec. Ils lisent trop de mangas, hein, n'est-ce pas? Il faut le dire. Et comment est-ce que vous, comme professionnel de ce genre, vous visualisez, vous voyez le positionnement de la bande dessinée québécoise? Bien, en fait, moi, je ne veux pas me positionner sur si on lit trop ou pas assez de mangas. Je pense que c'est propre à la culture. C'est une culture qui est arrivée aussi avec la télévision, oui. Parce que ça va de pair, le manga, la bande dessinée et la télévision. C'est toute aussi une influence graphique, le manga. Et qui prend une place énorme dans le marché. Je dirais qu'au Québec, on est encore préservé. En Europe, c'est monstrueux, l'arrivée des mangas traduits en français. Mais au Québec, ce qui est particulier, c'est qu'on a de plus en plus de succès. Nous autres, tout le public est à conquérir chez nous. On a un marché qui est encore neuf. Il y a des tas de gens qui lisent des romans, qui lisent des essais et qui n'ont pas ouvert un album de bande dessinée depuis leur jeunesse. Et donc, ils sont là, il faut les éduquer, les prendre un peu par la main. Tout est à faire chez nous, tandis que, par exemple, dans d'autres pays où, justement, il y a beaucoup de mangas et où il sort, je pense, presque 120 nouveautés francophones par semaine. Par semaine, oui. Juste en bande dessinée. Oui. Voilà, donc, alors imaginez, c'est terriblement difficile pour les éditeurs là-bas dans un marché saturé. Chez nous, tout est à faire. Les gens sont... Et on n'a pas de tradition lourde au Québec, ce qui fait qu'il y a des jeunes dessinateurs qui peuvent partir avec des styles très différents sans avoir le poids de cette tradition, comme il peut y avoir en Europe, par exemple, où ils ont derrière eux des géants de la grande bande dessinée franco-belge qui sont là. Chez nous, tout est à faire. L'histoire de la bande dessinée québécoise, on continue en ce moment de l'écrire et de l'établir. Donc, on a une place très enviable, en fait, au Québec en ce moment. Excellent. Que reste-t-il alors à faire justement au niveau de la bande dessinée pour plus de promotion? Parce qu'il y a des auteurs de la relève là qui sont dans la région. Est-ce que vous pensez que justement il faut qu'il y ait plus de maisons d'édition? Je sais que Planète Rebelle se positionne par exemple comme maison d'édition leader à Montréal, je présume. Mais est-ce qu'il y a des issues que vous préconisez, vous, M. Haide, pour plus de promotion par exemple?
En fait, maintenant, les assises de la bande dessinée québécoise sont très, très larges. On a des éditeurs qui ont des succès internationaux. Le Petit Astronaute, par exemple, va se faire traduire. Il se fait traduire en toutes sortes de langues. On a des auteurs qui ont qui travaillent chez des grands éditeurs étrangers. Ce qui nous manque, en fait, ben, écoutez, c'est une forme de reconnaissance dans le milieu littéraire. Honnêtement, je pense qu'il y a ça. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les remises de prix, je dis ça avec un petit sourire en coin, la bande dessinée, ben, c'est un peu le dernier prix. C'est celui à qui on donne la plus petite bourse et sans vraiment de raison. Il n'y a pas de prix du gouverneur général en bande dessinée, par exemple. Et tout ça, c'est un peu la preuve que il y a un milieu littéraire qui, sans mal faire, mais pense encore que la bande dessinée est une espèce de forme littéraire de second ordre qui sert surtout à apprendre à lire et voilà, il faudrait la laisser tomber le plus vite possible pour passer à quelque chose de sérieux. Et en fait, ces gens-là passent à côté d'un véritable continent littéraire qu'est la bande dessinée. C'est ça, donc cette question du regard, là, elle est toujours, présente. Bon, il reste 1 minute et quelques là, pour l'émission. Comment est-ce que vous avez négocié avec cette pandémie et puis juste vos projets d'avenir à ce niveau, M. Haid? Alors, la pandémie n'a pas changé grand-chose pour moi parce que le métier d'auteur de bande dessinée est un métier monastique de toute façon. Alors, j'étais déjà confiné depuis des années. Et puis, ben, pour l'avenir, écoutez, là, je suis en train de retomber, la poussière retombe sur le succès du Petit Astronaute qui m'a occupé énormément. J'ai fait des conférences, des rencontres, j'ai participé à des colloques, j'ai fait des tournées à l'étranger. Et puis voilà, maintenant, j'ai un scénario qui est prêt avec Claude Paiement et il faut que je me mette à la table à dessin. Alors voilà, j'en suis là et ça représente une traversée du désert parce que c'est beaucoup de travail. Mais il va falloir que je m'y mette probablement à la fin de l'été. Mais des possibilités de traduction aussi pour le Petit Astronaute en d'autres langues. Est-ce qu'il y en a, par exemple, comme projet? Pour que ça soit plus international, je veux dire? Oui. Bien, pour le moment, la version polonaise est sortie. J'ai commencé à avoir des critiques. J'ai eu de la difficulté à lire, là, mais c'est très positif. Il va y avoir une version en portugais chez un éditeur brésilien. Magnifique. Voilà. Et puis, on attend le marché de l'acquisition de droits est ouvert, donc on va probablement avoir d'autres nouvelles bientôt. Magnifique. Et bien voilà, ça clôture notre émission. C'était un plaisir de vous avoir reçu, M. Haid. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Art et Lettres. Merci de votre continuelle fidélité. À la semaine prochaine.